Bonjour, nous voici donc pour le numéro 4 de Autres Paroles, durant lequel donc, je vais vous parler de 4 livres. Alors je vais parler du pain, de politique, de la religion et ensuite des flux électriques. Alors d'abord en première partie, le pain. Alors ce livre, je vous le présente. Notre pain est politique, qui est paru aux éditions de la dernière lettre et qui est un ouvrage collectif qui a été écrit par le groupe Blé et par Mathieu Brière. Alors, de quoi parle ce livre? Alors, ce n'est pas une diatribe contre l'industrie de la boulangerie, mais plutôt une explication de ce qui les différencie du pain industriel. Alors, de ce beau livre à la couleur des blés, on y parle de gluten, du FODMAP, des blés, de leur histoire, de la boulangerie industrielle, de la force boulangère, des multinationales comme Vivesia par exemple, des problèmes de semences, des différents types de farine, de la fabrication du pain, mais aussi de bien d'autres choses, de témoignages ou de moulins. Alors commençons par le pain bio. Alors je vais vous présenter un pain qui est de ma confection, qui est un pain au petit épeautre, qui est donc fait avec un levain de ma confection également, et qui est tout à fait bio, puisque c'est une farine qui est issue du coin de Dole, et le levain que je rafraîchis, disons, à chaque fois que j'en ai besoin pour faire du pain. Et vous voyez donc que la mie est très serrée, mais ce pain en fait n'a pas besoin d'être beaucoup travaillé parce qu'il contient énormément de gluten. Et ce gluten par contre n'est pas du tout allergène. Donc pour les personnes qui pourraient souffrir de ce problème, ils peuvent en manger sans difficulté. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour débuter ce numéro 4 d'Autres Paroles. Alors, je ne vais pas passer en revue tous les éléments de ce livre, car il y en a beaucoup, et qui est très explicite. Mais par contre, je vais vous parler de quelques éléments, donc comme le gluten dont on vient de parler, de la force boulangère, des multinationales, des farines, et je vous lirai donc des témoignages de paysans, paysannes, boulangers. Alors, le gluten est donc ce qui reste quand on lave la farine. Et le gluten contient donc des protéines lourdes. Et sa résistance donc intéresse la boulangerie industrielle, car c'est elle qui détermine donc la capacité du pain à lever. Plus le gluten sera important, plus la force boulangère donc sera élevée et donc plus le pain lèvera. Alors dans les boulangeries industrielles, la force boulangère est utilisée au maximum pour faire gonfler le pain. Donc je vous lis des extraits de cet ouvrage. Alors l'azote, c'est à partir de tout ce qui est fait, hein, est présent naturellement dans l'air que l'on respire. Alors ce n'est pas, au contraire de la plupart des produits phytosanitaires, un produit toxique en soi. Mais le problème vient de son accumulation dans les sols. Et à force de charger la terre en azote, une bonne partie de celui-ci se dégrade et produit des nitrates d'une part et de l'ammoniac d'autre part. Alors, à noter que le gluten, d'après une étude menée sur des patients, il s'avère que ce n'est pas tant le gluten auquel les gens sont allergiques, mais plutôt au FODMAP. C'est un glucide très présent dans notre alimentation occidentale. Alors, il est présent dans certains fruits, dans les légumes, dans le blé et donc dans tous les produits transformés. Alors l'étude en fait conclut en disant qu'il faut privilégier le pain au levain naturel donc pour ne plus souffrir d'allergie. En ce qui concerne l'industrie boulangère, elle est entre les mains de quelques groupes comme Le Duf, Holder, Brioche Pasquier, Axéréal, etc. Et ces groupes ont donc des sous-marques comme Banette, comme Delarté, comme Pomme de Pin ou tant d'autres que vous pouvez voir accolés à vos boulangeries de quartier. Alors vous avez donc toutes ces boulangeries sont associées et donc leur farine provient donc de ces groupes. Alors Vivesia, par contre, est le principal acteur et l'un des groupes les plus importants d'Europe. Alors il contrôle une grande partie de la filière agro-industrielle et boulangère.
Par contre, pour la production de semences, l'imagrin demeure la principale référence. Quant aux farines que vous connaissez, que vous trouvez dans les supermarchés ou dans certains magasins, donc vous avez de la farine qui va de la T45 à la T150. Et les farines dépendent bien évidemment de choses que l'on met quant à leur qualité. Alors si elles ne sont pas traitées, c'est une bonne chose, mais tout ce qui est vendu dans les boulangeries industrielles, enfin ou dans les boulangeries dites artisanales, provient de blé forcément traité. Et la culture du blé est donc essentielle. Et ce livre, justement, parle de la culture, non de blés anciens, mais de blés paysans. Alors, qui sont, si je puis dire, façonnés avec le temps. Alors, les blés retrouvés dans les frigos vivent désormais au champ. Chaque année, les paysans et paysannes sélectionnent une part des grains et les plantent à nouveau. C'est une nouvelle forme de sélection massale se rapprochant des pratiques agricoles ancestrales sans toutefois les reproduire à l'identique. D'année en année, les blés sont ainsi cultivés et s'éloignent de la définition d'une variété en lignée pure. Impossible donc de les caractériser selon des critères du catalogue officiel. Ce ne sont plus vraiment des variétés au sens strictement botanique du terme. Et les blés que nous cultivons n'ont de sens que dans les champs et pas dans une quelconque catalogue officiel et certifié. Alors en fait, quand ils ne veulent pas parler de blé ancien, mais de blé paysan actuel. En fait, le pain que je fais là, par exemple, n'a rien à voir avec le pain qui a été fait il y a un siècle, puisque le blé, petit à petit, s'est métamorphosé, le levain n'est pas le même, enfin, donc c'est un pain qui peut avoir les qualités anciennes, mais qui n'est pas non plus le pain ancien. Alors, je vais vous lire quelques exemples de paysans boulangers qui sont donc passionnés par ce travail et qui témoignent de leur savoir-faire. Alors, nous avons Julie, qui est donc... voilà, pardon, je m'excuse, voilà, je suis... Il y a beaucoup de pages. Alors, c'est Sophie, par contre, par exemple, qui a 41 ans. Alors, je me suis installée pour produire de la bonne nourriture. Puis, je me suis rendu compte qu'être paysanne en étant soucieuse d'une qualité de vie et des moyens mis en œuvre dans une ferme à taille humaine était un acte politique, en lien avec tous les gens qui se battent pour la vie à travers le monde. Pour moi, faire du pain n'allait pas sans cultiver les céréales. C'était une évidence de semer les semences de ma région, mais en fait elles ont été très difficiles à trouver. Et en les cherchant pour moi-même, j'ai découvert que c'était important de les garder vivantes pour tout le monde. Quant à Julien, qui a 32 ans, il nous dit: les gens ont parfois du mal à comprendre pourquoi on peut se donner du travail pour conserver un blé au simple motif qu'il vous plaît. Je réponds en général qu'il y a des gens qui dépensent énormément d'argent pour les animaux de compagnie ou leurs plantes d'intérieur. Alors pourquoi une céréale ne mériterait-elle pas d'être conservée et d'avoir autant d'attention? Ces blés que je conserve par simple plaisir, ce sont en quelque sorte mes blés de compagnie. Alors il nous dit aussi, Julien, qu'il est installé donc en Franche-Comté depuis 2018, en Haute-Saône plus précisément, qui cultive une centaine d'hectares, dont une centaine en culture, et 4 personnes donc travaillent sur la ferme pour produire du pain, de la farine et à terme du malt d'orge. Et enfin, un autre témoignage, celui de Pascal, qui a 59 ans. Le premier contact que j'ai eu avec les blés, c'était avec des variétés paysannes à Trénas, avec Jean-Pierre Bolognini. J'ai tout de suite été subjugué par la beauté de ces blés et leur diversité. C'était tellement beau, j'en garde un souvenir ému. C'était de l'ordre de la fascination. J'étais bouleversé. Alors je me suis mise à cultiver des blés. J'ai voulu cultiver aussi des variétés modernes pour voir si elles pouvaient évoluer dans le champ et dans le temps, à titre d'expérimentation.
Les variétés modernes hyper sélectionnées sont moins capables de répondre aux défis climatiques qui nous pendent au nez. Donc voilà, vous trouverez également en fin de ce livre des explications sur les différents blés, sur le pain, etc. Et je vais vous lire par contre des extraits sur la fabrication du pain. Au fournil des épidorés, au croissant chaud, à la micaline, ou dans les magasins franchisés, de l'envahissante et bien connue chaîne Paul par exemple, qui ne sont pas des boulangeries, le pain est souvent cuit sur place, mais les pâtons sont livrés surgelés. Et pour pas supporter par exemple le passage dans différentes machines, puis la surgélation, les farines y sont généralement noyées sous les adjuvants technologiques et les améliorants. On sait donc que dans une boulangerie, le pain a été façonné sur place, mais cette information ne dit pas tout. Alors, nous qui utilisons, c'est-à-dire le groupe lait, la plupart du temps un levain naturel, n'avons pas d'appellation protégée pour un quelconque règlement pour différencier nos pains de celui au levain produit à base de levure. Alors, il explique par là qu'en fait, quand dans une boulangerie, on vous dit c'est du pain au levain, en fait, le levain est très peu présent. Moi, il est présent à 100% par exemple, que dans une boulangerie, il n'aura peut-être que 5%. Le reste sera que de la levure industrielle. Alors, ce n'est pas très grave, on préfère expliquer comment on fait aux personnes qui mangent notre pain plutôt que de confectionner une étiquette à label multiple. Voilà. Donc vous avez aussi cuit au feu de bois, bio, label rouge par exemple, et d'autres choses. Quant aux pains par exemple spéciaux que vous trouvez dans les boulangeries, villageois, bûcherons, rustiques, paysans ou fermiers, ils ne sont encadrés par aucune réglementation. Ils peuvent donc correspondre à n'importe quel type de pain. Voilà, comme Viking, Drakkar, Banette de Pays, etc. Voilà. Tous ces pains, donc, en fait, proviennent de l'industrie boulangère. Voilà, j'espère que ce petit témoignage sur ce livre vous incitera à le lire et à le découvrir, puisque le pain est à la base quand même de notre alimentation, et que s'il était fabriqué avec des blés qui ne soient pas traités, ce serait beaucoup mieux pour notre santé. Voilà, donc nous allons, après une courte pause, passer au second livre, qui est donc Politique que défaire. Voilà, nous allons donc parler du second livre qui s'intitule Que défaire. Je vous présente la couverture, qui est sous-titrée Pour retrouver des perspectives révolutionnaires de Nicolas Bonanni et aux éditions Le Monde à l'envers. Alors, il y a deux parties dans ce livre. Pourquoi nous battons-nous et comment nous battons-nous? Avec en conclusion un possible chemin, peut-être utopiste, mais tout ne l'est-il pas tant que la réalité en fait n'est pas advenue. Et l'homme ne possède-t-il pas justement cette utopie qui le fait avancer, qui lui permet d'aller plus loin? Alors pour le meilleur parfois et le pire bien souvent. Alors comme de chercher par exemple une nouvelle planète pour les riches qui pourront s'y évader au cas où la Terre ne puisse plus leur apporter suffisamment de satisfaction. Alors, je vais vous lire un extrait pour débuter de ce livre. La première question. Nous autres, anticapitalistes, reprenons à notre compte cette utopie du capital selon laquelle il faut aller toujours de l'avant. Pensons-nous que le capitalisme creuse lui-même son propre tombeau et va s'effondrer sous le poids de ses contradictions? La société que nous appelons de nos voeux sera-t-elle régie par les techniques de pointe, l'organisation scientifique du travail et la rationalisation? Ou bien voulons-nous porter une autre conception de la richesse de l'être humain et de son apport au monde? Au fond, pourquoi nous battons-nous?
D'où la deuxième question que l'auteur veut soulever. Conquérir le pouvoir d'État permet-il de changer le monde? Alors le bilan des socialistes qui, à la suite de Lénine, ont conquis le pouvoir au cours du XXe siècle, dans le but de créer une société plus rationnelle que le capitalisme, est-il si positif qu'on veuille continuer à les imiter? Et peut-on espérer, au XXIe siècle, réussir une telle conquête? Et si, par contre, on ne croit pas à une conquête du pouvoir, comment s'organiser hors du champ politique traditionnel tout en ayant un peu d'efficacité? En un mot, comment nous battons-nous? Alors, ce livre, en fait, montre dans sa simplicité, son réalisme et son espérance ce qui demain peut arriver, mais aussi ce qui aujourd'hui donc, nous oppresse, nous mine, voire nous désarme pour certains d'entre nous. Alors, défier le capitalisme n'est pas une chose aisée, tant ce monstre hybride capte tout ce qui vient le heurter, tout ce qui, par l'opposition, tente de le déstabiliser, et les critiques en fait qui sont faites à son encontre ne l'émeuvent pas. Alors j'ai l'impression, vous avez peut-être l'impression que j'en parle comme d'une chose vivante, mais elle l'est pour ceux qui la manipulent et ceux qui en font leur marionnette au service de leurs intérêts particuliers. Alors, paradoxalement, l'auteur, à l'instar de Simone Veil, dont je vous avais parlé dans un précédent Autre Parole, utilise le marxisme pour montrer à quel point cette théorie, en fait, nuit à l'émancipation des hommes subordonnés à la technique. Il faut donc nous défaire de la croyance progressiste selon laquelle le développement technique serait tracé d'avance et l'âge technologique par nature positif. Mais une fois cela acquis, suffit-il simplement de renverser la croyance pour y voir clair? Par exemple, en affirmant que l'âge technologique serait intrinsèquement mauvais et en espérant revenir aux techniques pré-capitalistes, elles-mêmes fondamentalement bonnes. Non, en réalité, c'est un peu plus compliqué. Effectivement, si vous avez entendu parler de la décroissance, certains disent oui, nous allons revenir à l'âge des cavernes. Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit simplement d'avoir un monde de taille humaine, à la réalité humaine, et de se débarrasser des outils qui sont, disons, polluants, ou qui ne servent pas à grand-chose, qui ne servent pas au bien de l'humanité, et de conserver ce qui est justement utile au plus grand nombre d'entre nous. Alors, pour citer l'auteur sur le marxisme, il écrit « Le capitalisme ne construit pas le communisme, voulant dire que ce n'est pas en attendant l'agonie du capitalisme qu'une société meilleure surviendra. » D'autant que, comme l'écrivait donc Gustav Landauer, cité par l'auteur, en 1909, l'anarchiste Gustav Landauer écrivait dans son appel au socialisme « Les êtres humains de notre époque sont devenus sans relation et irresponsables. La relation est un trait qui relie les êtres humains les uns aux autres et les conduit à travailler pour fabriquer ce dont ils ont besoin. Cette relation sans laquelle nous ne sommes pas des vivants a été externalisée, elle a été chosifiée. » Alors comme l'écrit ensuite l'auteur, ces paroles prennent un sens presque prophétique en notre début du XXIe siècle, caractérisé par une crise de l'attention combinant perte de concentration généralisée et rapport au monde consumériste. Alors sur un autre plan, l'être humain tente voudrait, disons, être immortel. Mais ne ferait-on pas mieux de vivre, comme l'écrit l'auteur, vivre avec la conscience de notre propre finitude et qui nous aiderait à établir une relation juste avec notre environnement et notre alimentation, comme par exemple avec les blés, le pain et tout ce que l'on peut manger actuellement. Sur un autre plan, il faudrait envisager un autre rapport à la mort que ne son simple refoulement, caractéristique de notre culture, où l'on peut manger de la viande tous les jours sans avoir jamais vu mettre à mort d'animal, où un leader de gauche en appelle à vaincre la mort de l'être humain dans une posture conquérante, surjouée. Si l'on se débarrassait de ces fantasmes de surpuissance,
ou de toute puissance, pour admettre la vraie part tragique que comporte la vie sur Terre, on pourrait alors se concentrer sur ce qui fait qu'une vie mérite d'être vécue. Alors, Nicolas Bonamy soulève donc la question de cette anomalie historique, qui est le développement des sciences et des techniques au cours du XXe siècle. Il écrit: le XXe siècle a connu une hausse incroyable de la productivité dont on a vu les effets positifs, en termes matériels, sur la classe ouvrière. Mais il faut maintenant interroger la croyance selon laquelle cette croissance peut se poursuivre à l'infini. Car de deux choses l'une, soit, hypothèse 1, la hausse de la productivité caractérise toute l'histoire humaine, passée, présente et future, et alors on peut espérer tenir les promesses du capitalisme avec ou sans lui. Soit, hypothèse 2, cette croissance était une particularité historique qui n'est pas reproductible, et alors il faut trouver une autre manière de faire régner le socialisme que celle en vigueur depuis un siècle. C'était tout à fait les paroles dites par Simone Veil dans son livre. Alors, dans son Que faire et sa conclusion, l'auteur nous livre donc à la fois un constat et une manière de voir l'avenir sous un autre angle, qui est celui de l'anarchisme. Alors, je vais vous lire à la fois son constat et sa conclusion. Il faut reconnaître là les manifestations de l'un des faits politiques majeurs de ces 20 dernières années. L'émergence d'un espace politique extra-parlementaire très large, étranger voire carrément hostile aux élections, à la représentation parlementaire, aux logiques partisanes et à la politique politicienne. Difficile d'en donner une estimation numérique. Un mouvement sans doute extrêmement minoritaire mais significatif, très dynamique. Même si on y trouve autant à boire qu'à manger, que les discours politiques y sont parfois confus, l'auteur mis entre parenthèses, je suis loin d'être d'accord avec tout ce qui s'y fait et s'y raconte, il faut relever la différence avec la société civile, celle des associations citoyennes qui interpellent les institutions, leur demandant de vraiment jouer leur rôle. Et en conclusion, dans sa diversité, l'anarchisme offre des pistes pour une autre façon de faire de la politique. Car ce qu'on peut retenir de l'anarchisme, c'est le refus de séparer la fin et les moyens. Alors que pour toute une partie des révolutionnaires, Lénine en tête, la fin prime sur les moyens. L'apport majeur de l'anarchisme aux luttes contemporaines est l'affirmation que les moyens employés doivent être dans une relative cohérence avec le but recherché. Une fois établi ce principe, les moyens d'action restent innombrables. Donc voilà, j'espère que vous aurez envie de lire ce livre qui est à la fois simple, dynamique et très bien écrit, et donc qui offre de belles perspectives sur la réflexion présente au niveau politique et sur les pistes qui peuvent s'ouvrir pour notre avenir. Donc nous allons faire une courte pause encore et je vous parlerai succinctement de deux autres livres avant de terminer cette autre parole numéro 4. Voilà, donc nous allons terminer ce numéro par deux livres. Comment fabriquer une religion de Jean-Manuel Trémont et À bout de flux de Fanny Lopez. Alors succinctement, le premier livre, Comment fabriquer une religion, a été édité aux éditions Atelier de création libertaire. Alors cet essai est à la fois ludique, instructif, car il montre comment et de quelle manière notre cerveau fonctionne pour se laisser aller en quelque sorte à fabriquer une religion. On sait que l'homme donc a besoin de se créer des illusions, des fantasmes. Et donc voilà ce qu'en dit, en écrit l'auteur.
On fabrique des religions depuis des dizaines de milliers d'années. Homo sapiens sapiens, dès son apparition, enterre ses morts. Et on en fabrique partout. L'ethnologie ne connaît aucune société sans religion. Si quelques sociétés modernes se disent laïques, elles signifient par là une variété, non une absence de religion. Et on en fabrique aujourd'hui, on n'en a jamais autant fabriqué. Alors, Jean-Manuel Trémond donc explique très méticuleusement comment notre esprit crée une religion. Et donc voilà ce qu'il en dit, non en fait sans humour. En effet, tant que l'on ne comprend pas que le rêve naît de l'animation incontrôlée du cerveau, la précision, parfois la beauté des images et des notions apportées par les rêves semblent garantir leur réalité, même si cette réalité ne correspond pas à celle que vit le rêveur après son réveil. Et parfois les rêves semblent offrir des messages et des ordres des morts. Voilà. Donc, pour aller plus loin, l'auteur donc parle de notre cerveau, du sympathique, qui intervient dans les situations d'alerte, où par exemple il faut combattre ou fuir, et qui régule donc la vie organique et végétative. Et donc, il parle aussi du recyclage de la religion. Alors, c'est un terme extrêmement moderne, mais en fait, vous allez voir que la religion, c'est très bien, elle est aussi recyclée tout ce qui nous est rapporté dans leurs livres, dans les Bibles, dans les Corans, etc. Alors, on pourrait distinguer dans le sympathique une sous-catégorie, le recyclage, car les survivances d'un culte à l'autre, ou plus précisément les justifications plus ou moins habiles pour justifier ces survivances, appartiennent aux sympathiques. On ne compte plus les exemples. Par exemple, les ailes des anges chrétiens prises aux ailes des victoires des Grecs, la résurrection du Christ prise aux résurrections d'Osiris, d'Atis et de tant d'autres, la vénération grecque de saint Élias prise au culte d'Hélios, les cathédrales catholiques ou orthodoxes soigneusement élevées sur les ruines des temples païens, la circoncision juive prise aux Égyptiens qui pourrait bien avoir prise aux Africains, les téphilim en cuir de bœuf directement descendus d'un culte totémique du taureau, le déluge de Noé emprunté au déluge de Gilgamech, et Noël, en qui survivent aussi bien les calendes et les saturnales romaines que le Jules scandinave, et la récupération sélective et créative par saint Paul de ce qu'il lui fallait dans le judaïsme et le mysticisme hellénique. Donc en fait le cerveau s'avère beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, et il n'est pas aussi cartésien qu'on voudrait le croire. Donc c'est pour ça que l'homme finalement a beaucoup besoin de religion. En fait, je vous invite donc à lire ce livre que vous pourrez trouver donc aux éditions Atelier de création libertaire et aussi dans toutes les librairies Quilombo ou Publico. D'ailleurs, tous les livres que je vous présente viennent de ces librairies ou des éditeurs un peu particuliers que vous n'aurez pas l'habitude de trouver dans les grands supermarchés, dans les FNAC ou dans vos librairies traditionnelles, comme les boulangeries traditionnelles. Alors, il en est de même, donc, pour terminer avec la religion, donc, chacun sait qu'il est plus difficile de démontrer qu'une chose inexistante n'existait pas que de démontrer qu'elle existe. Donc la religion a encore de beaux jours devant elle, et quand on voit tous les charlatans qui opèrent dans le monde, je pense que vous en entendez parler, et qui arrivent à fidéliser des millions d'adeptes, je pense qu'elle sera difficile à combattre. Ce n'est pas tant finalement la religion qui est un problème en soi, mais plutôt, disons, son utilisation au profit de quelques personnes. Donc, et pour terminer, nous allons parler donc de flux électriques. Ce ne sont plus des flux religieux, mais des flux électriques de Fanny Lopez. Et il est beaucoup plus difficile et beaucoup plus technique. Alors, il a été publié aux éditions Divergence, et ce livre traite de l'infrastructure électrique. Il est un peu érudit, complexe, mais ce livre donne quelques
données essentielles pour mieux comprendre notre environnement électrique avec ses connexions, comme à Internet par exemple. Alors quelques chiffres. Interxion, qui est une société peut-être dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui est la principale entreprise ou le hub d'interconnexion des industries du numérique avec un chiffre d'affaires de 47 milliards, soit 2 fois par exemple celui d'Orange, et qui gère 295 centres de données dans le monde. Et c'est ainsi le premier opérateur mondial de centres de données. Alors près de 95% des données sont issues des entreprises et avec la 5G, il a été constaté une explosion des flux des grandes entreprises. Alors ceci est dû à l'innovation des câbles dont on a multiplié par 50 leur capacité pour transmettre les informations. Alors, ce qu'il faut retenir, et je me permets un peu d'abréger sur ce livre, c'est que l'essentiel des flux et la rentabilité du numérique repose sur les entreprises en fait naguère publiques et qui ont permis, grâce à leur développement et à leur capacité d'innovation, de déployer aujourd'hui ces infrastructures actuelles. Les GAFAM, par exemple, n'existeraient pas sans les agents des PTT, d'EDF et d'autres. Et tout a été privatisé au profit du capitalisme, des groupes qui se sont formés pour avaler les parts de marché distribuées allègrement par les gouvernements libéraux ou sociodémocrates. Alors, quelle perspective? Car un bon livre ne peut l'être sans qu'il livre des pistes pour réformer ou révolutionner un système en fait qui met en danger la planète. Alors voilà ce qu'écrit donc Fanny Lopez. Le progrès n'est pas qu'une question technique. Fermer les centrales, éteindre le feu thermonucléaire, redécouper le réseau, relancer 1000 chantiers énergétiques, avec l'idée qu'une approche par les formes de rationalité de la technique permet de mettre au jour le caractère contingent et par là même transformable des systèmes et infrastructures qu'elle produit. La nécessité de penser 2 échelles, locale et nationale, de réseaux de distribution et de transmission garde tout son intérêt, tout en investiguant sur des modes d'interconnexion et de gouvernance partagée. Il semble qu'un grand réseau piloté par le public soit l'infrastructure privilégiée pour garantir des formes de solidarité à l'échelle nationale entre les territoires. Cette échelle technique n'empêche pas de donner un rôle central aux pouvoirs locaux, échelle communale ou intercommunale, pour que la fourniture d'énergie électrique redevienne un service public local, à l'exemple de l'eau ou des services de transport en commun. Dans le cadre d'une reconfiguration nationale des systèmes techniques énergétiques à partir du local, la construction d'une vision partenariale État-commune pourrait passer par la création d'établissements publics de distribution qui seraient gérés par les collectivités. Voilà, donc vous aurez peut-être un peu compris que ces 4 livres finalement parlent un peu de la même chose, c'est-à-dire de l'évolution de la technique et de ses dangers qu'elles sont pour l'homme et pour son avenir. Donc voilà, j'espère que cela vous aura intéressé et que vous aurez peut-être à cœur de découvrir et de lire ces 4 livres ou l'un d'entre eux. Voilà, je vous remercie donc pour votre attention et pour votre écoute pour ce numéro 4 de Autres Paroles. À bientôt, merci à vous.